Donc bonjour à tous. Nous sommes réunis virtuellement pour évoquer les partenariats entre organismes certificateurs d'une part et prestataires de développement des compétences d'autre part. C'est donc la nouvelle appellation des organismes de formation. Et sur ce champ de la certification professionnelle, des enjeux forts apparaissent clairement autour de la question de ces partenariats. Premièrement, pour les certificateurs, donc afin de déployer leur offre de certification sur un ensemble de territoires. Pour les prestataires également, prestataires de développement des compétences, pour rendre éligible au CPF une offre de formation qui va viser la certification d'un organisme certificateur tiers qui a déjà enregistré sa certification à l'un des deux répertoires nationaux. Et puis également, et enfin, pour le système de la certification professionnelle en France plus globalement, il va s'agir d'éviter une multiplication, voire une prolifération de certifications visant les mêmes compétences, liées notamment, mais pas seulement, à une logique patrimoniale, c'est-à-dire une logique propriétaire des organismes certificateurs vis-à-vis de leur certification. Donc, pour étudier ces questions, nous avons donc convoqué la présence de Michael Charby, qui est directeur de la certification professionnelle de France Compétences. J'aurai moi-même une petite intervention d'introduction pour qu'on voit ensemble un peu l'ensemble des notions et du vocabulaire dont on aura besoin au cours de ce webinaire. Et puis, nous aurons aussi l'intervention d'Alice Viellajus, qui est donc consultante senior à Centre Info et qui s'occupera de gérer les questions des participants. Donc, nous allons voir ensemble une petite introduction sur qu'est-ce que c'est que la certification professionnelle, comment une offre de formation devient-elle éligible au compte personnel de formation, donc très rapidement. Puis nous enchaînerons sur un entretien donc avec Michael Charby sur les thématiques de ce qu'il faut savoir pour envisager un partenariat avec un organisme certificateur. Puis on aura une période de questions-réponses, donc gérée par Alice Viellajus. Donc, concernant l'introduction, donc, qu'est-ce qu'une certification professionnelle? Et il faut savoir qu'effectivement, la certification professionnelle, c'est une certification des personnes. Donc, c'est donc une certification qui ne s'applique pas ni à une formation, ni à un organisme, ni à une entreprise. C'est une certification de candidat, c'est-à-dire qu'il s'agit de vérifier la maîtrise professionnelle par une personne, donc d'un certain nombre de compétences. Et puis, premier niveau aussi, la certification, c'est aussi le document qui est remis à la personne lorsque celui-ci a été certifié, donc qu'il a obtenu la certification. Vérifier la maîtrise professionnelle d'une personne, il s'agit de valider des compétences à travers une évaluation des compétences professionnelles qui vont être maîtrisées ou pas par un candidat. Et ça se fait à travers un jury. Donc les compétences, donc on avait une définition en usage à Centre Info qui était une action ou un comportement professionnel observable résultant bien évidemment d'une combinaison d'un certain nombre d'éléments comme des connaissances, des savoir-faire, différentes aptitudes qui soient acquis par la formation ou par l'expérience. France Compétences a de son côté défini les compétences en juin 2019 en disant qu'il s'agit d'une mobilisation de manière pertinente de ces ressources. Et là, ça rejoint la définition qu'on avait, nous, en usage, à savoir, par exemple, les savoirs, les savoir-faire techniques, les savoir-faire relationnels, et aussi une mobilisation des ressources, donc celles de son environnement, dans des situations diverses pour exercer une activité en fonction d'objectifs à finalité professionnelle à atteindre.
Donc là, on sait qu'on est déjà dans la certification des compétences et non pas des éléments qui permettent de mobiliser ces compétences, c'est-à-dire évaluer des connaissances, des savoir-faire, des aptitudes. On est véritablement sur évaluer comment la personne va faire l'action professionnelle en question. Au sens du RNCP, c'est-à-dire du répertoire national des certifications professionnelles, on a donc une attestation de la maîtrise de compétences professionnelles puisqu'on est dans le domaine de la certification, mais les compétences professionnelles sont là définies comme l'ensemble des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier entier. Par exemple, le métier de responsable de formation, par exemple, le métier de plombier. Donc, il s'agit d'attester pour un candidat l'ensemble des compétences qui vont être nécessaires à l'exercice de son métier. Un métier qui va être identifié sur le marché du travail français ou en émergence. Au sens du répertoire spécifique, maintenant, il s'agit toujours d'une attestation de la maîtrise des compétences professionnelles. On est toujours dans le domaine de la certification professionnelle. Mais là, il s'agit d'un périmètre bien différent puisqu'il s'agit d'une compétence unique. Par exemple, créer un tableau croisé dynamique avec un tableur ou bien d'un groupe de compétences homogènes. C'est-à-dire qu'on est par exemple sur gestion de projet et on voit bien qu'on s'éloigne du périmètre métier entier. Donc on a bien deux périmètres vraiment distincts pour les deux répertoires, sachant qu'ici encore, sur le répertoire spécifique, on a quand même à prouver la valeur ajoutée sur le marché du travail français des compétences visées par la certification. Un tableau récapitulatif pour vous permettre de savoir le type de certification qu'on trouve au répertoire national, colonne de gauche. Donc on trouve tous les diplômes délivrés au nom de l'État par l'État. On trouve les certificats de qualification professionnelle des branches professionnelles et on trouve enfin toutes les certifications d'organismes publics ou privés. Et tous ces objets-là de certification qui sont inscrits au RNCP doivent être organisés en blocs de compétences, et ce depuis le 1er janvier 2019. Pour les répertoires spécifiques, on trouve plusieurs types de certifications, soit des certifications qui ont à la base un élément légal, et là on va avoir notamment toutes les habilitations réglementaires, tous ces objets-là. On a aussi des certifications de compétences transversales, c'est-à-dire transversales à un certain nombre de métiers, à un certain nombre de secteurs d'activité. Et enfin, des certifications de compétences complémentaires à un métier, donc là plus ciblées sur un ou plusieurs métiers, mais qui n'intéressent pas l'ensemble des métiers ou voire l'ensemble des secteurs. Ceux-là ne sont pas concernés par les blocs de compétences. Donc enfin, fin de l'introduction. Donc comment rendre une offre éligible au CPF aujourd'hui avec la nouvelle loi donc pour la liberté de choisir son avenir professionnel. On a, si la formation vise un certain nombre d'objets qu'on va regarder, alors elle sera éligible au CPF. C'est-à-dire que si la formation, par exemple, vise un titre ou un diplôme enregistré au répertoire national, alors effectivement, la formation devient éligible au CPF. Si la formation vise un bloc de compétences d'une certification enregistrée au RNCP, alors elle est également éligible au CPF. Si la formation vise une certification enregistrée au répertoire spécifique, alors elle devient éligible au CPF. Et pour les CQP qu'on a mis un petit peu à côté, si la formation vise un CQP, alors elle peut être éligible au CPF si tant est que le CQP soit enregistré soit au répertoire national, soit au répertoire spécifique. Et puis pour une formation qui viserait une qualification professionnelle inscrite dans les conventions collectives nationales de branche, alors c'est non, on ne peut pas rendre éligible cette offre au CPF. D'où l'intérêt aussi de ces questions de partenariat, puisqu'effectivement, à travers un partenariat, on peut formaliser, on peut, le cas échéant, rendre son offre éligible au CPF
par le fait que votre formation va viser la certification d'un organisme certificateur tiers, comme je le disais en introduction, qui a déjà procédé à l'enregistrement de sa certification sur l'un des 2 répertoires nationaux. Donc, je vous ai récapitulé les exceptions à l'enregistrement aux répertoires nationaux pour l'éligibilité au CPF. Il s'agit du bilan de compétences, de l'accompagnement VAE visant une certification enregistrée au RNCP, du permis de conduire VL et PL et des formations pour les créateurs et repreneurs d'entreprises. Les autres cas donc doivent viser une certification enregistrée dans l'un des 2 répertoires. Et donc, pour terminer, l'idée, c'est que si vous souhaitez bénéficier d'une offre éligible au CPF sans pour autant enregistrer une certification dans l'un des 2 répertoires, il vous faudra conclure un partenariat entre vous, en tant que prestataire de développement des compétences, et un organisme certificateur qui aura déjà enregistré une certification à l'un des 2 répertoires, le national ou le spécifique. Interrogeons maintenant Michael Charby sur ce qu'il faut savoir pour envisager un partenariat d'une telle nature. Donc, bonjour à tous. J'ai vu dans le fil des questions pas mal encore d'interrogations sur un peu le périmètre des 2 répertoires, ce que ça implique comme obligation, mais il faut qu'on se recentre un peu, surtout que la durée est un peu limitée sur le sujet vraiment spécifique d'aujourd'hui. Mais je pense, Valérie, ça montre bien peut-être le besoin peut-être de refaire une séquence un peu plus généraliste, peut-être dans quelques temps. En tout cas, je visualise bien qu'il y a encore des efforts de pédagogie à faire de notre côté. Donc, comme l'a indiqué Valérie, le sujet, c'est qu'en effet, maintenant, beaucoup de financements sont fléchés sur les 2 répertoires. Donc, il y a le CPF, mais il y a aussi le CPF de transition. Ça conditionne aussi une partie, mais une partie seulement, de l'éligibilité des financements en contrat de professionnalisation. Et c'est une nécessité si on veut permettre l'accès, notamment via l'apprentissage, ce qui est quand même quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment. Donc, et donc, vous avez le choix entre guillemets, porter une demande d'enregistrement auprès de France Compétences. Cette demande-là, elle peut être pleinement légitime, mais c'est un investissement. C'est-à-dire que sans qu'on soit sur une optique d'avoir des chiffres cibles de nombre de certifications, pour que votre certification ait ce qu'on appelle une valeur d'usage sur le marché du travail, il faut qu'elle ait une certaine reconnaissance, une certaine ampleur, en tout cas, sauf bien entendu métier de niche ou compétences de niche, où là on est sur des sujets un petit peu particuliers. Et donc ça peut parfois être un petit peu difficile dans la démarche. Et ensuite, il faut parfois commencer par déjà former sur une certification professionnelle avant de vouloir soi-même être certificateur. Parce que ça implique quand même la connaissance d'un certain nombre de principes, et notamment sur comment s'organisent les évaluations d'une certification professionnelle ou d'une certification répertoire spécifique, et donc et donc certaines exigences en termes de process, de procédure. Donc, qu'est-ce qu'un partenaire, pour revenir de manière précise sur le sujet d'aujourd'hui. Un partenaire, c'est un organisme de formation qui ou un organisme qui accompagne pour la validation des acquis de l'expérience, qui va former sur une certification qui est enregistrée dans un 2.2 répertoire. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'il ait une habilitation, donc ça on y reviendra, de la part de l'organisme certificateur, ou alors que l'organisme certificateur considère qu'il laisse tout type d'organisme se positionner sur sa certification. Mais la règle générale, c'est plutôt celle d'une habilitation. Cette fonction-là, elle se dissocie d'un co-certificateur dans le sens où un co-certificateur est aussi un copropriétaire de la certification. C'est-à-dire que
quand on est sur des co-certificateurs, on est sur un groupement d'organismes qui ont déposé conjointement une certification dans un des deux répertoires, qui ont tenu l'enregistrement, et donc ils ont une partie de la propriété intellectuelle. Alors après, ça dépend comment c'est organisé au sein du groupement, mais en tout cas, le principe, c'est qu'ils ont un coportage, une co-responsabilité sur la certification. Et d'ailleurs, ils peuvent, si c'est bien les règles du groupement, délivrer la certification en leur nom, ce que ne peut pas un partenaire. Un partenaire, il a en charge la préparation à la session d'examen. Il n'en a pas il n'a pas la responsabilité de délivrer in fine la certification. Par contre, il peut assumer ou assurer les évaluations pour le compte du certificateur et sous sa responsabilité. C'est-à-dire que ça aussi, on identifie bien l'habilitation pour former de l'habilitation pour évaluer. Et d'ailleurs, on va y revenir, c'est un des éléments de déclaration qui doit être fait auprès de France Compétences sur la nature des habilitations. Est-ce qu'elle se limite uniquement à la formation ou est-ce qu'elle peut aller jusqu'à l'organisation des évaluations pour le compte du certificateur et sous son contrôle. D'accord, c'est clair. Donc, le partenaire, lui, va former et ou évaluer d'ailleurs, alors que le certificateur ou co-certificateur, ce sont les propriétaires de la certification, donc qui vont délivrer la certification. Oui, tout à fait. Et alors, oui. Pardon, je vous en prie. J'allais passer à la question suivante, mais si vous avez quelque chose à ajouter, vous, allez-y. Non, c'est ça. Donc l'idée, c'est conclure un partenariat. Est-il possible avec tous les certificateurs pour toutes les certifications? Et certains certificateurs ont-ils des procédures standardisées? Alors là, clairement, on a clairement deux chapelles. Hein. C'est-à-dire qu'on a des certificateurs qui sont dans des logiques de construction de réseau, d'organismes autour d'eux, qui considèrent qu'ils n'ont pas le monopole de leur certification et qui voient même des éléments d'équilibre économique dans le fait d'avoir des partenaires qui préparent et qui forment à leur certification. Et donc, ça, c'est un mouvement qu'on constate de plus en plus, mais ce n'est pas une obligation pour le certificateur. C'est-à-dire le certificateur peut très bien décider, entre guillemets, de rester chez lui, sur son périmètre, sans avoir de partenaire. Mais c'est de plus en plus rare quand même. Hein, c'est-à-dire que, et on voit bien que dès qu'une certification a une certaine ampleur, en tout cas pour les certifications privées, c'est qu'elle s'appuie sur un réseau de partenaires. Donc, et ça me paraît être un élément important de la transformation du paysage, de pas faire que l'accès à la formation certifiante soit conditionné au fait d'être soi-même certificateur et porteur d'une certification au répertoire spécifique, au RNCP. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est important pour nous parce que sinon, ça signifie que il n'y a pas de modèle économique viable sans être porteur soi-même d'une certification. Donc, on est attentif aussi à ce que les certificateurs ouvrent leur offre, mais en tout cas, c'est pas une obligation juridique. Mais vous voyez bien que ce que je vous ai dit il y a 2 minutes sur la valeur d'usage, la reconnaissance de la certification dans le secteur et dans le métier est un élément qui quelque part pousse le certificateur, ou en tout cas l'incite à élargir son spectre. Et la deuxième chapelle, du coup? Et la deuxième chapelle, c'est donc les certificateurs qui vont donc avoir des procédures standardisées, qui vont eux-mêmes construire des partenariats. Au répertoire spécifique, on a des exemples parfois avec des très gros réseaux. Vous les connaissez, hein, le TOSA, le TOEIC, le TOEFL, c'est ça, hein, rien de plus, rien de moins. Sur le RNCP, c'est en général des réseaux de plus petite taille, il y a moins d'habilitation, mais c'est en train de se transformer. Et voilà, je pense que c'est vraiment un élément de modèle économique. Et on a de plus en plus aussi des organismes
et là les exemples que je viens de vous donner sont des exemples qui correspondent à cette logique-là, qui parfois sont construits uniquement sur un modèle de dire je suis organisme certificateur, mon métier, ma responsabilité, c'est la certification. Et c'est des modèles qu'on accepte tout à fait à France Compétences. Et d'ailleurs, par exemple, je vous donne un exemple concret autour de ça. Nous, on contrôle pas si un organisme est Calliope ou pas quand il vient déposer une certification chez nous, parce que ce n'est pas ce qu'on examine et ce qu'on regarde. On peut très bien ne pas être organisme de formation et venir demander un enregistrement RNCP. Donc voilà un peu les deux cas de figure. Je sais que il y a aussi des réseaux comme par exemple le ministère du Travail qui lui va avoir une procédure hyper standardisée de proposition d'offres pour pouvoir préparer les titres professionnels, par exemple. Alors tout à fait. Donc là, vous avez d'ailleurs on a chargé dans notre outil l'ensemble des habilitations. Je crois qu'on a identifié 15 000 habilitations sur le titre du ministère du Travail, portant sur 250 titres. Et donc c'est en effet un modèle qui dissocie bien d'ailleurs la qualité de certificateur de la qualité d'organisme de formation. Le ministère du Travail ne forme pas. Le ministère du Travail certifie. Et donc, les agréments que vous avez avec le ministère du Travail, c'est des agréments qui, d'ailleurs, portent exclusivement, non pas sur la pédagogie, mais sur l'évaluation en elle-même. Et notamment, il y a des contraintes qui parfois peuvent être assez fortes, d'ailleurs, sur les plateaux d'examen et les obligations associées. Et c'est d'ailleurs un modèle qui est assez positif, parce que ça met tout le monde sur un pied d'égalité et ça permet aux organismes qui souhaitent se dédier exclusivement à la problématique de la pédagogie de se concentrer sur cette activité-là. Tout à fait. Il y a aussi ce genre de processus d'habilitation sur la certification CLEA et CLEA numérique qui se concentre sur justement l'évaluation et non pas la formation. Et alors, le certificateur, dans ce cadre-là, doit-il passer un accord formalisé avec les partenaires habilités? Alors, à partir du moment où il y a des partenaires, où ils sont identifiés en tant que tels, ça veut dire, on a quand même un contre-modèle qui est le ministère de l'Éducation nationale, enfin, je parle du secondaire, qui n'habilite pas. Donc ça, d'ailleurs, les candidats en formation continue sont des candidats libres la plupart du temps. Et donc, il n'y a pas de mécanisme d'habilitation. Et donc, comme le ministère ne fait pas de mécanisme d'habilitation, il n'y a pas à se déclarer ou à être déclaré. Par contre, dès qu'il y a un processus d'habilitation, c'est-à-dire que dès que l'organisme certificateur, entre guillemets, protège sa propriété intellectuelle en limitant ceux qui sont habilités pour former, ce qui est le cas quand même le plus fréquent, ces habilitations doivent être systématiquement formalisées. Alors, il n'y a pas de règle absolue, hein. Ça peut être l'adhésion à une convention cadre, ça peut être des conventions bilatérales, ça, il y a pas de sujet chez nous. Le seul sujet qu'on attend, c'est que ces habilitations, elles soient bien déclarées auprès de nous. C'est-à-dire que ça, c'est une obligation réglementaire. Et c'est d'autant plus important que c'est une donnée qu'après, on diffuse aux financeurs, la Caisse des dépôts, Pôle emploi, et même depuis vendredi dernier, des données qu'on met à disposition en open data, et donc vous pouvez voir et vous pouvez consulter l'ensemble des organismes qui sont identifiés en tant que partenaires. C'est ce qu'on va souvent demander aux certificateurs aussi, c'est quand même dans cet accord, dans cette formalisation d'accord, de clarifier qui est responsable de quoi. Oui, c'est-à-dire c'est l'objet de la question suivante, c'est effectivement dans un objectif de qualité et de vérification que les choses se passent bien du point de vue de l'évaluation des candidats, de la gestion des candidats, etc. On a quand même besoin de délimiter un petit peu quelles seront les obligations du certificateur et celles de l'organisme de formation dans cet accord un peu formalisé. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est ce qu'on demande du certificateur, c'est qu'il soit en état d'assurer l'équité ou l'équilibre de traitement et le respect de ses engagements vis-à-vis de nous sur les évaluations. C'est-à-dire, en gros, un certificateur qui habiliterait
tout type d'organisme sans vérifier après comment le référentiel d'évaluation est mis en œuvre, et donc quelle est la valeur d'usage de la certification délivrée, nécessairement, ça pourrait impliquer pour lui un non-renouvellement de sa certification. C'est-à-dire que c'est un élément vraiment important de se dire, s'il y a un réseau, il faut que le fonctionnement de ce réseau, alors bien sûr, c'est plus compliqué parfois de faire fonctionner un réseau que de faire fonctionner un seul organisme, mais sous cette contrainte-là et sous ce contexte-là, il faut que l'organisme soit en état de procéder à des contrôles. Alors après, le format, la forme, ça ne nous regarde pas, mais voilà, il doit avoir une assurance qualité de son réseau pour ce qui est des évaluations, parce que sinon, ça veut dire que selon le partenaire, l'évaluation va être plus ou moins robuste, plus ou moins affirmée, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Quelles sont les obligations de l'organisme de formation par rapport à ça? Alors souvent, faut pas se cacher les choses. Il y a derrière les logiques de partenariat, il y a souvent des redevances. Alors, on parle pas du tout du mécanisme du ministère du Travail, mais le sujet, c'est que parfois il y a un certain nombre de redevances. Donc le sujet, c'est quel est le modèle économique qui est derrière ces redevances, parce que elles visent à financer l'ingénierie de certification plus cette logique de fonctionnement du réseau, ou est-ce que on est presque sur des logiques de modèles économiques poussés. Je pense que c'est un élément important de la réussite de la démarche, de pas dire des certificateurs qui mettent en place des redevances prohibitifs, entre guillemets, de toute manière, le modèle, à un moment donné, il va pas tenir. C'est-à-dire que, c'est vraiment un élément qui est important, c'est-à-dire que nous, on est attentif à ces sujets-là. C'est pas des critères d'enregistrement, mais on voit bien. L'idée, c'est pas de créer des oligopoles ou des monopoles sur des sujets, parce qu'en général, c'est jamais bon, ça, économiquement. Sur cet aspect-là des choses, il est vraiment important pour nous que les effets qu'on demande un peu de professionnalisation, de mise en réseau, ne génèrent pas des effets négatifs qui consistent. Alors, je voyais un exemple de taux-efféilisation du marché. Non, c'est pas l'objectif du tout. L'objectif, c'est de dire, il y a deux modèles qui peuvent coexister, celui des organismes qui déposent leur certification et qui assurent la formation derrière de leur certification, et un autre modèle qui est un modèle plus partenarial, plus en fonctionnement en réseau. Et donc, cet aspect-là des choses est tout aussi important pour nous. Et en tout cas, on est très attentif à ce que nos décisions ne créent pas des monopoles ou des quasi-monopoles. D'ailleurs, j'en profite, comme il y a beaucoup de monde sur ce webinaire, faut se méfier des organismes qui se revendiquent d'une parole centralisatrice en lien avec nous. C'est-à-dire que pour pouvoir continuer, vous étiez certificateur, vous allez devoir vous mettre sous telle ou telle chapelle. Non, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. On examine dossier par dossier, même si on peut être sensible à des réseaux bien structurés et bien formalisés, c'est pas une obligation. Et donc il n'y a pas en tout cas il n'y a pas de valeur cible pour nous autour de tel ou tel, et en tout cas a fortiori quand il y a des redevances qui peuvent être excessifs. On me pose la question, c'est quoi une redevance prohibitive? La redevance prohibitive, c'est une redevance qui revient à détourner de manière trop forte la valeur ajoutée de l'action de formation vers le certificateur. C'est-à-dire que un certificateur, c'est normal qu'il fasse payer une redevance quand il a une offre privée, parce que il y a son ingénierie de certification. Donc ça, c'est un investissement humain, matériel. Il y a ce qu'on lui demande en termes d'exigence de contrôle de son réseau. Donc ça aussi, ça a un coût. Et après, il peut, comme tout organisme à but lucratif, identifier un bénéfice raisonnable. Le sujet, c'est quand ce bénéfice raisonnable devient quelque chose qui devient un peu excessif.
on n'a pas à contrôler ces aspects-là des choses, mais bon, forcément, j'ai des exemples où on dit, en gros, par candidat, ça va être une centaine d'euros. Enfin, il y a un abonnement fixe entre guillemets sur la redevance, puis une centaine d'euros par candidat. Bon, parfois, ça monte sur des montants beaucoup plus élevés. Et là, très clairement, c'est pas un modèle qu'on souhaite créer. Mais pourquoi est-ce qu'on pose ça? C'est-à-dire, là, je voyais usine à gaz dans les commentaires. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de créer une liberté d'organisation. Vous avez deux modèles. Donc, on a un modèle sur les certifications qui est l'usager final, c'est l'entreprise et l'actif. Et donc, il faut que ça soit lisible et utile et efficace pour les deux. Et donc, c'est bien le modèle qu'on souhaite porter. Et donc, ça nécessite des niveaux d'exigence qui impliquent parfois de se concentrer sur les actions de formation et pas porter une ingénierie de compétences que parfois on n'est pas capable. Et des fois, on a beaucoup de dossiers, je suis désolé, qui sont pas forcément au niveau de ce point de vue-là. Et ça, c'est vraiment un élément qui est important pour nous. Notre responsabilité, c'est avant tout celle-ci, celle de la lisibilité du secteur et des valeurs d'usage et certifications. Après, j'ai conscience qu'on oriente beaucoup de financement, actuellement sur les deux objets qui sont le RNCP et le répertoire spécifique. Forcément, ça crée des sujets de transition, de transformation du paysage, et ces sujets-là sont pas simples pour les organismes que vous êtes, mais c'est pour nous on a conscience de cette situation-là. C'est pour ça qu'on essaye d'être le plus réactif possible, même si on reçoit beaucoup de demandes, et on en reçoit beaucoup plus que n'en recevait la CNCP. C'est-à-dire, la CNCP recevait 1200, 1300 demandes par an. Et en plus, derrière, vous aviez, pour être éligible au CPF, le filtre des listes éligibles par les partenaires sociaux. Bon. Qui elles-mêmes étaient déjà moins nombreuses que l'enregistrement au RNCP ou au répertoire spécifique, ex-inventaire. Très clairement, là, on est plutôt à 2200, 2300 demandes par an, avec surtout une augmentation sur le répertoire spécifique. Donc, on voit bien où est la tension qu'il y a sur le sujet. On voit bien aussi la difficulté que ça peut entraîner pour vous en matière de où est-ce que je me positionne par rapport à tel ou tel organisme. C'est-à-dire que c'est pas toujours lisible pour vous de savoir quel organisme certificateur ouvre son offre de certification à des partenariats ou pas. C'est d'ailleurs vraiment pour ça qu'on souhaite améliorer la transparence sur le sujet et à mieux identifier ces partenariats. C'est d'ailleurs une obligation maintenant qui est fixée aussi par la Caisse des dépôts en lien avec nous. C'est-à-dire la Caisse des dépôts, alors ils n'en ont pas encore fait un élément bloquant de l'accès à la plateforme, mais très clairement, ils demandent à ce que les certificateurs identifient bien l'ensemble de leurs partenaires. Et c'est vraiment un élément important pour nous aussi, déjà en termes de lisibilité de c'est quoi la taille des réseaux, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Des fois, on a des petites surprises. On a aussi des certificateurs qui cachent parfois leur réseau à l'occasion d'un renouvellement. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est bien que vous puissiez voir, vous puissiez constater, en consultant le site de France Compétences, que cet accès, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Et là, c'est un mouvement qui est en cours parce que c'est une possibilité. On a créé un module en ligne pour les certificateurs pour déclarer leurs partenaires depuis décembre dernier. Ce module, il est adapté sur les petits réseaux, mais techniquement, il permet pas de charger des milliers d'organismes habilités. Et on a des certifications qui fonctionnent comme ça. Le CLEA, TOEIC, TOEFL, je vous ai déjà donné des exemples, le CACES, les CACES. Donc,
l'idée, nous, notre rôle, c'est d'essayer de rendre ça le plus transparent possible, c'est-à-dire que vous puissiez voir ce qui est ouvert, ce qui n'est pas. Et ensuite, c'est d'être attentif à ce qu'on ne crée pas des monopoles ou des oligopoles à travers nos décisions. Donc voilà Très bien. le sujet. Et d'ailleurs, je demande trop de papier. Bon, bah non, on distingue l'offre de certification de l'offre de formation. Et c'est bien une des attentions de la loi du 5 septembre de à la fois diversifier l'offre de formation et notamment par apprentissage, mais en même temps d'utiliser deux leviers de régulation que sont le Calliope et la certification professionnelle pour pouvoir avoir une montée en gamme sur un certain nombre de certifications, de formations certifiantes. Ça signifie pas forcément que toutes les formations, que toutes les actions de formation ont vocation à être certifiantes. Des formations d'1 ou 2 jours, c'est pas forcément adapté sur du répertoire spécifique. Le but du jeu, c'est et parfois je sais que c'est quelque chose qui vient un peu aussi des acheteurs qui cherchent à avoir du cofinancement CPF quoi qu'il arrive. Alors que pour moi, il y a des offres de formation qui sont tout à fait légitimes et cohérentes, mais qui ont une taille critique. Quand vous faites une formation d'1 jour, à quoi ça sert de faire une journée d'évaluation? Ça n'a aucun intérêt. Et pour autant, ces formations-là, elles ont une utilité et un rôle qui est pas tout à fait le même que celui du répertoire spécifique, qui est pas tout à fait le même que celui du RNCP. Donc ça, c'est aussi une partie de la transformation du paysage, c'est-à-dire que ce point d'attention-là puisse être aussi entendu par les acheteurs et les financeurs, et que tout ne doit pas forcément, surtout sur les... Oui, parce que c'est le cas aujourd'hui quand même. Voilà, il y a une sorte d'orientation, notamment sur le plan de développement de compétences, qui est clairement un sujet qui relève pas forcément d'une mobilisation de formation certifiante. Il y a clairement un focus en ce moment qui est trop fort sur le, alors que c'est vraiment entre guillemets le terrain de jeu de formation plus courte. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Et avant de passer aux questions, est-ce qu'on aurait éventuellement un point de vigilance dans le domaine du montage de partenariats? Je pensais notamment au fait que, par exemple, on puisse petit à petit peut-être créer un réseau de partenaires de manière à pouvoir contrôler leurs actions et puis ensuite peut-être penser à un élargissement de son réseau. Est-ce que ça pourrait être une bonne stratégie, ça? Oui, c'est-à-dire qu'il faut forcément, et d'ailleurs on voit parfois des organismes qui se sont présentés seuls sur l'enregistrement, qui 3 mois plus tard ont 4 partenaires, 6 mois plus tard on en 10, on en 12. Donc ça, c'est une évolution normale et progressive qui est tout à fait justifiée, et même voilà, c'est pas forcément vous voyez la question aussi sur laquelle je comprends la crainte, qui est de dire ça favorise surtout les grandes écoles, les grands groupes, etc. On a aussi des modèles qui sont plus petits, avec parfois des organismes qui ont des partenariats et qui sont pas forcément des très grands organismes avec des très grands réseaux initiaux en tout cas. Et en tout cas voilà, c'est pas quelque chose qu'on va bloquer ou prohiber. Moi, par exemple, les partenariats, c'est du déclaratif. On valide pas. C'est-à-dire, si, on valide la mise en ligne, mais on valide pas le principe de ces partenariats. Moi, quand un organisme fonctionne pendant la durée d'enregistrement, on redemande pas les conventions. On le demande à l'occasion du renouvellement ou à l'occasion du dépôt, mais on essaye d'avoir une procédure le plus fluide possible. Et là aussi, ça peut être ouvert à un process d'amélioration continue. C'est-à-dire que forcément, quand vous êtes organisme, que vous avez une certification enregistrée, quand vous lancez un partenariat, quand vous lancez la construction d'un réseau, il y a des ajustements. Et ça on le sait. Le but du jeu, c'est pas de pénaliser
les petites erreurs ou les petits ajustements au démarrage. Donc ça aussi, on ne demande pas forcément des documents tout de suite. Et donc, ça me paraît, voilà, c'est un élément sur lequel on est attentif, c'est-à-dire on veut le développement de cette démarche-là en parallèle des organismes qui portent leur certification, mais si on veut que ça se développe, forcément, il faut qu'on accepte l'erreur. Par exemple, je dis souvent que nous, par exemple, à l'occasion d'un renouvellement, on demande comment a fonctionné le réseau. Et donc, sur comment a fonctionné le réseau, on a, à chaque fois, je dis toujours au certificateur, on peut avoir des erreurs, des problèmes de fonctionnement. C'est pas un problème en soi. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est d'avoir identifié ces sujets-là, de les avoir traités et d'avoir mis en place des process qui garantissent qu'à l'avenir, ces sujets-là se reproduiront moins ou plus. Donc voilà, c'est pas là aussi je comprends comme on est sur une phase de transformation, je comprends les angoisses, je comprends les questionnements et ils sont nombreux. Mais là aussi, on est un évaluateur. Un évaluateur, il regarde les choses dans sa globalité et il n'est pas là pour taper du doigt dès qu'il y a un dysfonctionnement. Et on sait bien que quand un réseau se constitue, il peut y avoir des aléas, il peut y avoir des difficultés et il peut y avoir aussi une phase d'appropriation. Très bien, merci Michael. On va passer à la séquence de session questions-réponses. Et je vais donc passer la parole à Alice. Merci Valérie. Oui, comme vous le disiez, donc Michael Charvier, il y a énormément de questions sur la certification en général, l'accès à l'offre de formation certifiante pour un OF. Donc, un certain nombre de questions qu'on ne va pas pouvoir prendre aujourd'hui, bien sûr, qui mériteraient d'être traitées à un autre moment, et beaucoup de questions sur les partenariats. Alors, il y a quelques grandes thématiques qui reviennent régulièrement, notamment il y a un grand nombre de questions autour du contrôle exercé par France Compétences et par les organismes certificateurs sur la mise en œuvre par des organismes habilités, donc partenaires, de leur offre de formation certifiante, et sur aussi la propriété intellectuelle. Donc, il y a toute une thématique autour de ça, enfin, grand nombre de questions autour de ce sujet. Il y a aussi des questions sur vers qui aller. J'ai une offre de formation et je préparerai bien à des certifications, vers qui je me tourne, quelle démarche, etc., avec des agences qui ont été est-ce que c'est une bonne initiative? Des questions autour des conditions des certificateurs. Qu'attendent-ils en général des organismes de formation pour les habiliter? Donc, ils sont libres de le définir, mais en général, et y a-t-il des modèles de convention type qui existent? Et puis, encore des questions sur le coût, le financement. Est-ce que, par exemple, les coûts, les financements peuvent être liés à la durée de la formation préparant à une certification? Sur le premier sujet, propriété intellectuelle, contrôle par les certificateurs d'une part et France Compétences d'autre part. Donc, comment un certificateur peut-il vérifier que des organismes de formation n'utilisent pas sa certification, donc déposée, enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique, sans être habilité? Comment un certificateur peut-il exercer ce contrôle? Est-ce qu'un organisme de formation a le droit de préparer une certification qui est enregistrée sans être habilité? Donc, outre CLEA outre des certifications pour lesquelles les certificateurs auraient posé des conditions particulières. Et aussi comment justifier légalement de la propriété intellectuelle de concepts relatifs à la connaissance et au savoir? Quels sont les recours possibles en cas d'usage non autorisé d'une certification, et comment s'organisent les contrôles par les certificateurs ou France Compétences sur ce premier sujet? Alors, sur ce sujet-là, moi, personnellement, de temps en temps, je reçois des coups de fil de commissariat de police. C'est-à-dire que avec ce qui est considéré comme de l'escroquerie. C'est-à-dire que former sans se poser la question, en étant
en se prétendant éligible au CPF sans s'assurer que les candidats pourront passer les évaluations, ça relève de l'escroquerie. Alors après, des fois, ça peut être fait de bonne foi. À ce moment-là, on n'est plus sur l'escroquerie, on est sur des problèmes d'ajustement. Mais c'est des situations qui arrivent et qui remontent parfois à notre niveau. Ça, c'est vraiment un élément important, c'est-à-dire que le sujet, c'est ça au final, c'est le parcours de la personne. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas habilité pour former sur une formation dite certifiante, et que donc vous indiquez que la personne va pouvoir aller à l'examen, alors qu'au final c'est impossible, et que vous n'arrivez pas à vous entendre in fine avec le certificateur, vous engagez votre responsabilité. Et là, très clairement, ça relève de la répression des fraudes. On sort même un peu du schéma du service régional de contrôle, hein, pour tout se dire. Donc voilà. Par contre, si des choses nous remontent, je dois vous rassurer, c'est pas fréquent. C'est-à-dire que c'est quand même des sujets. La plupart des organismes ne fonctionnent pas de cette manière-là. En général, le questionnement que vous avez identifié, il se pose ce questionnement-là forcément avant de lancer l'action de formation. Donc, on a peu de choses, mais on en a un peu qui nous remontent quand même. Et c'est d'ailleurs pour ça que les habilitations sont, de la part de l'organisme certificateur, sont un élément important. C'est-à-dire forcément, si l'organisme certificateur nous identifie pas ceux qui sont habilités pour former sur sa certification, on peut pas donner cette information-là à la Caisse des dépôts, on peut pas la donner à Pôle emploi, et après, il y a des risques que il y ait des usages frauduleux, ou en tout cas, parfois même non intentionnels, mais qui en tout cas entraînent des questions sur des problématiques sur le sujet. De ce point de vue-là, la Caisse des dépôts a dit aussi qu'ils allaient vérifier le rattachement des formations aux certificateurs de manière légale. C'est à partir de cette information-là qu'ils peuvent faire, enfin de celle qu'on recense, mais ils peuvent aussi bien entendu interroger le certificateur directement, hein, ce qu'ils font. L'idée, c'est vraiment, sachant que, je le redis, hein, il y a une partie de bonne foi dans ces sujets-là, hein, c'est-à-dire que il y a des règles du jeu qui sont pas toujours bien comprises, bien maîtrisées. Parfois c'est non, parfois il y a déjà eu des avertissements du certificateur et on constate que l'organisme continue. Mais c'est vraiment un élément sur lequel faut vraiment le système rencontre peu cette situation-là, mais quand elle existe, c'est comment dire une infraction qui est assez lourde, hein, quand même, hein, parce que concrètement, ça signifie que les fonds du CPF ont été mobilisés pour des parcours qui peuvent pas être finalisés si on est sur du financement CPF. Ça veut dire que il y a une recréditation des comptes CPF des personnes concernées et après la Caisse des dépôts lance les actions de justice. Hein. C'est-à-dire que à moins qu'il y ait bien sûr un traitement amiable de la situation. Donc, ce qui est quand même l'intention première de la Caisse des dépôts. Donc voilà, la propriété intellectuelle, elle est protégée. On constate peu de dysfonctionnements, mais il y en a. Et par contre, quand ils existent, ils sont assez lourds et assez graves et ils entraînent vite des conséquences qui peuvent être assez fortes. Voilà. Alors, justement, donc, concernant les attentes des certificateurs, concernant donc les organismes de formation qu'ils habiliteraient, qu'est-ce que vous diriez en général de leurs attendus? Enfin, est-ce que vous voulez vous exprimer l'un ou l'autre sur ce sujet? Est-ce qu'aussi un certificateur peut refuser d'habiliter un organisme de formation? Sur quoi doit-il s'appuyer pour le justifier? Et quels sont les critères généralement attendus donc en matière de pédagogie, de parcours de formation proposé, de CV des intervenants formateurs et ou évaluateurs s'il y a une délégation concernant la mise en œuvre des épreuves? Et existe-t-il des conventions types? Alors, sur la nature des attentes du certificateur, je pense que l'attente principale, elle porte, quand on n'est que sur de la formation, hein, que c'est le certificateur
qui assure l'évaluation. L'attente, c'est d'avoir un taux de transformation des parcours qui soit satisfaisant. C'est-à-dire, voilà, pas avoir 20% des candidats qui réussissent, qui finalisent le parcours. Enfin, c'est des cas extrêmes qu'on rencontre quasiment jamais, mais bon, il y a quand même cette attente-là qui est, bien sûr, d'avoir des moyens pédagogiques adaptés. Donc après, ça regarde pas les pouvoirs publics, c'est le fonctionnement interne des réseaux, sachant que, in fine, le taux de réussite à la certification, c'est le certificateur qui est responsable, in fine. Donc, forcément, il va bon voilà. Et là, vous rencontrez plus des sujets qui sont pas forcément des sujets France Compétences. Mais bon, si la Caisse des dépôts constate que sur une certification des formations éligibles au CPF, vous avez 20% des parcours qui finissent, la Caisse des dépôts peut se poser la question de la réussite, enfin on n'a pas d'obligation de résultat sur les parcours certifiants, mais il y a une obligation de moyens. Et donc, si on est sur des taux qui sont vraiment très bas, la Caisse des dépôts pourra être amenée à interroger, à réinterroger l'accès à la plateforme. Et d'ailleurs, je voyais une question sur va-t-il y avoir un ménage sur EDOF, qui est une bonne question. Je pense qu'il y a vraiment deux éléments. Déjà, dans la notion de ménage, je tiens vraiment à le rappeler, il y a beaucoup de sujets qui sont des sujets d'incompréhension des règles. C'est-à-dire que la mauvaise foi n'est pas forcément le sujet premier. Donc ça, il y a premier sujet. Deuxième sujet, il y a la bonne identification de qui est habilité par le certificateur. Ça, c'est un mouvement qui est en cours, qui devrait être finalisé de notre côté pour fin d'année. Et au bout d'un moment, la Caisse des dépôts va dire j'ai les flux de France Compétences, je ne donne l'accès que si c'est identifié dans les données de France Compétences. C'est pas tout de suite, mais parce il s'agit pas d'être bloquant dans le système, mais ça va finir par arriver. Et ensuite, le troisième aspect, c'est oups, j'ai un message de online. Bon, c'est bon. J'avais l'impression qu'il y avait un problème. Dernier aspect, ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est la Caisse des dépôts. Au bout d'un moment, elle va faire des constats qui sont des constats de comment ça fonctionne, telle certification, quel est le pourcentage de transformation des parcours. Et donc, c'est possible qu'après, pas tout de suite, mais dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il y ait des questionnements qui soient posés par la Caisse des dépôts en tant qu'acheteur. Voilà. Et ça, c'est en effet un élément assez important de la transformation du paysage. J'ai beaucoup de frustration parce que je vois plein de questions intéressantes. Et vous n'allez pas pouvoir y répondre, Michael, voilà. parce qu'effectivement, on a un petit temps imparti. Mais par contre, effectivement, j'encourage vivement les personnes qui nous suivent à assister aussi à notre matinée d'actualité que j'ai pu mettre en Save the Date pour le 8 octobre, matinée d'actualité où donc vous serez évidemment intervenant, où effectivement on se centrera aussi sur la mise en œuvre de ces partenariats en donnant des exemples de conventions, en donnant des exemples de partenariats entre des organismes certificateurs et des organismes des prestataires de développement des compétences. Également, j'ai vu passer des questions sur des fourchettes de tarifs, de redevances. On pourra y revenir beaucoup plus en détail parce que effectivement, cette matinée donc se déroulera sur un timing plus long de 3h30. Et puis, une petite innovation, c'est que pour anticiper tout souci, pour y assister, on prévoira une modalité en présentiel et une modalité à distance qui pourra être aussi intéressante pour accéder à la matinée d'actualité. Donc malheureusement, effectivement, je vous laisse la conclusion, Michael, sachant qu'effectivement on est déjà un petit peu hors délai et puis qu'on peut se retrouver à la matinée d'actualité aussi pour développer toutes ces questions un peu de mise en œuvre. Moi, en conclusion, je vois vraiment, si Centre Info, on est d'accord, je vois vraiment l'intérêt qu'on refasse un webinaire sous ce format-là, avec peut-être un ordre du jour un peu plus généraliste, parce que je vois le sujet. D'ailleurs, voilà, c'est loin le 8 octobre, j'entends aussi. Donc,
Je pense, voilà, ça serait intéressant Valérie, enfin, si la demande peut remonter à Patrice, si on pouvait refaire un exercice comme ça à la rentrée, ça serait vraiment. Bien sûr. Vraiment, voilà, sachez que on sait que c'est une transformation du paysage, elle est assez ambitieuse, voilà. Et on essaye d'être le plus voilà, le plus empirique, le plus pragmatique possible sur cette approche-là, et on est bien entendu à votre disposition pour continuer à échanger sur le sujet.